C'est fascinant, non? Certaines personnes semblent lire en nous, comme dans un livre ouvert. On se dit souvent, est-ce que c'est un don Bonne question. ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille? Exactement. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Oui, on va s'appuyer sur des idées tirées de l'art de comprendre les gens profondément, lui-même basé sur le livre de Patrick King, Read People Like a Book. Alors, l'idée, c'est pas de devenir mentaliste, soyons clairs. Non, non, pas du tout. Plutôt d'apprendre à mieux décrypter les signaux que les gens émettent. Le comportement, le langage du corps, les émotions, Pour mieux comprendre, mieux interagir. c'est ça. Et on va voir ça sous 4 angles principaux. Alors, il y a l'observation d'abord, c'est la base. Oui, Ensuite, décoder le langage corporel. un gros morceau. Après, cette notion de comportement de référence, la fameuse baseline. Très important ça. Et enfin, l'empathie. Indispensable. Parfait. Commençons par le début alors. L'observation. Bah oui, tout part de là. Avant d'interpréter quoi que ce soit, il faut voir. Vraiment regarder. Regardez quoi exactement? Les détails? Euh, oui, tout. Les expressions du visage, même les plus fugaces. La posture générale, les gestes, le ton de la voix. Le rythme de parole aussi, peut-être? Les mots choisis? Absolument. Chaque petit indice peut compter. Mais attention, ça demande d'être vraiment là. Présente, quoi. Pas dans ses pensées ou sur son téléphone. Voilà. Éviter les distractions, avoir un contact visuel naturel, pas insistant. Se concentrer vraiment sur l'autre. C'est un peu comme collecter des informations, en fait. C'est un peu ça. En observant régulièrement quelqu'un, on finit par repérer ses habitudes, ses schémas. Et les incohérences aussi, j'imagine. Exactement. C'est là que ça devient intéressant. Et ça nous mène tout droit au langage corporel. Ah oui, le fameux non-verbal. On dit souvent qu'il trahit nos vrais sentiments. C'est souvent le cas. Le corps, il parle, même quand on essaye de cacher quelque chose. Des exemples concrets? Les bras croisés, c'est classique, non? Oui, ça peut indiquer une forme de défense, un malaise, mais attention. Oui, j'allais le dire. La source insiste beaucoup là-dessus. Le contexte. Tout à fait. Un geste seul, ça veut rien dire, ou ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Froid, par exemple. Il faut chercher ce qu'ils appellent un cluster, un ensemble de signaux qui vont dans le même sens, précisément. Les bras croisés, d'accord, mais peut-être aussi un léger recul du corps, un regard qui fuit. Là, ça commence à dessiner un tableau plus cohérent. Voilà. Et toujours, replacer ça dans la situation globale. Isoler un geste, c'est l'erreur à ne pas faire. D'accord. Et ça rejoint l'idée du comportement de base, non? La baseline. Exactement. C'est une notion clé. En gros, chacun a sa manière normale de se tenir, de parler, quand il est détendu, à l'aise. Une sorte de signature personnelle, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Une signature comportementale. Et il faut d'abord la connaître, cette signature, pour pouvoir repérer ce qui sort de l'ordinaire pour cette personne-là. Ah, je vois. Donc si quelqu'un est naturellement très agité et qu'il se calme soudainement, Mais voilà, ça c'est peut-être un signe. Ou inversement, une personne très calme qui se met à gigoter, à parler très vite. ce sont ces écarts par rapport à sa norme qui sont potentiellement révélateurs. C'est exactement ça. C'est une déviation par rapport à sa propre ligne de base. C'est là qu'il faut être attentif. Ça peut indiquer une émotion cachée, une gêne, une réflexion. Logique. Observer pour établir la norme, puis guetter les changements, et ensuite, pour vraiment comprendre, il y a l'empathie. Oui, l'empathie, c'est ce qui fait le lien. C'est aller au-delà de la simple analyse intellectuelle. C'est essayer de ressentir ce que l'autre ressent. En partie, oui. Le livre distingue bien deux choses. L'empathie cognitive, Comprendre le point de vue de l'autre, se mettre à sa place mentalement. c'est ça, et l'empathie émotionnelle. Là, c'est plus ressentir avec l'autre, partager un peu son émotion. Tout à fait. Et pour une compréhension vraiment profonde, une vraie connexion, il faut les deux. J'imagine. Comprendre sans ressentir, ça peut être froid, distant. Et ressentir sans comprendre, ça peut nous amener à réagir de façon inappropriée, maladroite. Donc c'est l'équilibre entre les deux qui permet de vraiment se connecter. Oui, et ça affine aussi notre interprétation de tout ce qu'on a observé avant. Ça transforme l'analyse froide en compréhension humaine. Bon, alors si on résume, pour mieux lire les gens, il faut d'abord être une observatrice ou un observateur très attentif. Oui, actif. Ensuite, analyser le langage corporel, mais toujours en contexte, en cherchant des ensembles de signes. Jamais un signe isolé. Identifier le comportement normal de la personne, sa baseline, Pour repérer les changements significatifs. et enfin cultiver l'empathie, à la fois cognitive et émotionnelle.
C'est un excellent résumé. Et rappelons quand même que ce n'est pas magique, c'est une compétence. Qui demande de la pratique, de la patience. Et de la conscience de soi aussi, probablement. Tout à fait. Bon, une petite question pour finir, pour laisser matière à réflexion. Ah, j'aime bien ça. Si cet art de comprendre les autres commence par décoder leurs signaux, même les plus subtils, qu'est-ce que nos propres signaux, notre propre langage corporel, peuvent bien raconter sur nous, peut-être à notre insu? Excellente question. De quoi réfléchir à ce qu'on renvoie de nous-mêmes. Intéressant. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière les comportements humains. On s'appuie pour ça sur L'art de déchiffrer les comportements humains de Patrick King. L'idée, c'est d'aller voir un peu au-delà des apparences, quoi. On sent bien qu'il y a souvent des non-dits, des messages cachés dans nos interactions, non? Ah oui, tout à fait. C'est un peu comme lire entre les lignes, mais appliqué aux gens. Mais attention, c'est pas de la magie, hein. Ça demande surtout de l'observation, une certaine méthode. D'accord. Alors, par où on commence? Le livre parle des micro-expressions. Vous savez, ces espèces d'éclairs sur le visage, très rapides, qui trahiraient nos vraies émotions. Genre la petite colère qui passe juste avant de sourire. Ça a l'air faux, ça. Oui, c'est ça, c'est très fugace. On parle d'une fraction de seconde. Donc, pas facile à voir sans un peu d'entraînement, c'est sûr. Mais elles sont intéressantes parce qu'elles montrent l'émotion brute, celle qui n'est pas encore contrôlée, en quelque sorte. Hmm. Mais j'imagine qu'il ne faut pas se jeter dessus et conclure trop vite. Si on voit une micro-expression, on sait tout. Ah non, surtout pas. Se focaliser que là-dessus, c'est le risque. Le livre insiste beaucoup sur l'importance, du contexte général. Oui, le contexte, ça revient souvent. Sans ça, un geste, même une micro-expression, ça peut vouloir dire tout et son contraire, j'imagine. Exactement. Le contexte, c'est la clé de voûte, en fait. Prenez un bâillement. Simple, non? Bah oui, on bâille quand on s'ennuie ou quand on est fatigué. Voilà. Mais si vous ne savez pas si la personne sort d'une réunion de 3 heures hyper ennuyeuse ou si elle a passé une nuit blanche, votre interprétation sera complètement différente. Il faut toujours regarder la situation, la relation que vous avez avec la personne, l'environnement, même ses habitudes. Isoler un comportement, c'est souvent la meilleure façon de se planter, quoi. D'accord, je vois. Et puis, il y a nous aussi. Nos propres filtres, nos a priori. Le livre met en garde contre ça. Nos biais personnels. Absolument. Et c'est un point crucial. On a tous tendance à voir ce qu'on s'attend à voir. C'est le fameux biais de confirmation. Si on pense que quelqu'un nous est hostile, on va chercher le moindre petit signe qui va dans ce sens, même s'il n'y est pas. Oui, c'est vrai ça. On interprète tout de travers. C'est ça. Donc, la première étape, c'est déjà de se rendre compte qu'on a ces lunettes déformantes. Et d'essayer de les enlever, ou au moins d'en être conscient. Se poser la question, attends, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Est-ce que c'est moi qui projette un truc? Rester curieux plutôt que dans le jugement immédiat. Donc, observer, tenir compte du contexte, faire gaffe à ses propres biais. Mais l'observation, ce n'est pas que les yeux aussi. L'écoute, c'est important ou sinon? Ah, mais c'est fondamental. L'écoute active, comme on dit. Et ça ne veut pas juste dire entendre les mots. Pas du tout. C'est écouter le ton de la voix, le rythme, les pauses, les hésitations. Parfois, ce qui n'est pas dit, les silences sur certains sujets, c'est tout aussi révélateur. Les non-dits. Exactement. Il faut combiner l'écoute attentive et l'observation visuelle pour avoir une image un peu plus complète de ce qui se joue. D'accord. Mais même en étant super observateur et à l'écoute, on peut toujours se tromper ou ne pas être sûr. Parfois, le plus simple, c'est peut-être de demander. Oui, c'est une bonne remarque. Demander, ça peut clarifier beaucoup de choses. Mais là encore, il y a une manière de faire. Il vaut mieux poser des questions ouvertes. Pas des trucs fermés où on répond par oui ou non. Plutôt du genre comment tu as ressenti ça? Ou qu'est-ce qui te passait par la tête à ce moment-là? Ah oui, pour inviter l'autre à s'exprimer plus librement. Voilà. Ça ouvre la porte à un échange plus sincère, plus profond. Mais évidemment, ça ne marche que si la personne se sent en confiance pour répondre honnêtement. Ce qui nous amène au dernier point, je crois, créer ce climat de confiance. Le livre appelle ça « établir le rapport ». C'est essentiel pour que l'autre soit authentique. C'est la base en fait. Quand il y a un lien de confiance, une connexion, les gens baissent un peu la garde. Ils sont plus eux-mêmes, plus naturels. Et il y a des techniques pour ça. Le mimétisme léger du langage corporel, le mirroring, comme on dit, trouver des points communs, montrer un intérêt sincère,
tout simplement. Et quand cette confiance est là? Eh bien, les signaux deviennent plus faciles à lire, plus clairs, parce qu'ils sont moins filtrés, moins calculés. L'interprétation devient moins hasardeuse. Bon, alors si on résume un peu tout ça. Regarder les micro-expressions, mais sans s'emballer. Toujours analyser le contexte. Être super vigilant sur ses propres biais. Écouter activement, pas juste entendre. Poser les bonnes questions, celles qui ouvrent le dialogue. Et surtout, créer un lien de confiance. Ça fait pas mal d'outils quand même, pour mieux se comprendre les uns les autres. Oui, c'est une sorte de boîte à outils et tout est lié. Et peut-être la question intéressante à garder en tête, c'est hey, et si on utilisait tout ça, non pas juste pour déchiffrer l'autre comme une énigme, mais plutôt pour chercher une connexion plus réelle, plus profonde. Est-ce que ça ne changerait pas notre façon de voir les gens et d'interagir? Passer dès l'analyse de la connexion. C'est une belle réflexion pour finir. Peut-être que l'objectif final, c'est moins de décoder que de vraiment comprendre. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à vous. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les techniques pour mieux comprendre les interactions humaines. On va s'inspirer des travaux de Patrick King, notamment son livre L'art de comprendre les gens. Notre but, en tirer des clés pratiques, pour mieux lire les comportements au quotidien, essayer de voir un peu au-delà des apparences, quoi. Ah oui, c'est essentiel aujourd'hui, je trouve. On interagit tout le temps, mais la vraie communication, elle reste complexe, souvent pleine de non-dits. C'est pas toujours simple à déchiffrer. Exactement. Alors, commençons peut-être par une première idée. Repérer les schémas comportementaux, les fameux patterns. Oui, les patterns, très importants. L'idée de base, c'est que ce sont moins les actions isolées qui comptent que les comportements qui se répètent. Par exemple, quelqu'un qui va toujours utiliser l'humour pour éviter un sujet sensible ou celui qui fuit le conflit à tout prix. Oui, Ces répétitions, elles seraient bien plus révélatrices. tout à fait. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ces schémas, ils nous en disent long sur la personnalité profonde ou sur les stratégies que la personne a mises en place. Une action unique, bon, ça peut être un accident, un coup de stress. Oui, c'est ça. Mais une tendance qui revient, ça pointe vers des motivations, des peurs, des mécanismes de défense qui sont bien ancrés, quoi. C'est là qu'on commence à entrevoir une certaine prévisibilité, une compréhension plus fine que juste l'observation de surface. D'accord, mais comment on fait la différence concrètement entre un vrai réschéma et juste une mauvaise habitude ou une coïncidence? Mais c'est une question de fréquence et de contexte, surtout. Un comportement qui revient dans plein de situations différentes, avec des gens différents, ça a plus de poids, forcément. Il faut regarder le rythme général, pas juste un détail. Ça demande la patience, d'observer un peu sur la durée. Hmm. Et il y a une autre clé qui peut sembler un peu paradoxale, c'est l'intelligence émotionnelle, mais appliquée à soi-même d'abord. Ah oui, absolument crucial. L'idée que pour bien lire les autres, il faut d'abord se comprendre soi. Si la réaction de quelqu'un me met en colère ou m'agace, il faut que je me demande, attends, pourquoi moi je ressens ça? Est-ce que c'est vraiment l'autre ou c'est une de mes propres sensibilités qui est touchée? C'est exactement ça. Sans cette conscience de soi, on risque tout le temps de projeter nos propres trucs, nos filtres, nos insécurités sur ce que fait l'autre. Alors que si on gère ses émotions, si on comprend d'où elles viennent, la perception devient beaucoup plus claire. Plus nette, moins biaisée en fait. C'est comme nettoyer ses lunettes, quoi. Voilà, c'est une bonne image. Et ça nous mène à un autre outil important, définir le point de référence. Ce que Kinker appelle la baseline, le comportement de base. Oui, la baseline. Essentielle. Pour repérer un changement qui a du sens, un signe de stress, de gêne, peut-être même de mensonge, il faut d'abord savoir comment est la personne normalement. Comment elle parle d'habitude. Est-ce qu'elle est plutôt agitée ou calme? Son contact visuel naturel, c'est quoi? D'accord. Sans cette base de comparaison, un sourcil qui se lève, une hésitation dans la voix, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. C'est un peu comme avoir un maître étalon pour chaque personne finalement. Exactement. Et toujours, le contexte. Quelqu'un qui bafouille alors qu'il est super fluide d'habitude, ok, ça peut être un signe. Mais s'il bafouille toujours quand il parle en public, c'est sa norme dans cette situation. Ce n'est plus une anomalie. Voilà. C'est l'écart par rapport à sa norme à elle qui peut être intéressant. Et il n'y a pas que l'observation passive. Un point intéressant aussi, c'est comment notre propre attitude non verbale influence l'autre. Ah oui, la réciprocité. Notre posture, un sourire, le regard, ça peut changer la dynamique. Tout à fait. Si on adopte consciemment une posture ouverte, détendue, si on maintient un contact visuel calme, un sourire sincère, on envoie un signal de sécurité. Et ça peut encourager l'autre, même inconsciemment, à être plus vrai, plus authentique.
On crée ensemble le climat de l'échange. Donc, si on résume un peu tout ça, le but, c'est pas de devenir des sortes de détectives qui cherchent la faille chez l'autre. Non, surtout pas. Voilà. Mais plutôt de développer des outils pour une connexion plus profonde, Plus empathique. pour mieux se comprendre mutuellement. Absolument. Le but final, ça dépasse la simple technique. Il s'agit de cultiver sa propre conscience, conscience de soi, intelligence émotionnelle, et puis une forme de curiosité bienveillante pour la complexité humaine. Essayer de voir les gens un peu plus pour ce qu'ils sont vraiment, et pas juste l'image qu'ils donnent. Très juste. Et pour finir, peut-être une question pour aller plus loin. Même avec toutes ces techniques, cette volonté de comprendre, quel filtre inconscient, quel biais subtil pourrait encore déformer notre regard sur les autres, malgré tous nos efforts pour être objectifs? Excellente question pour la route. Voilà de quoi réfléchir.